La France est née du baptême de Clovis, avec l'appui de l'évêque Saint-Rémy. Principe qui perdure jusqu'au roi Louis XVI. Le système repose sur le principe suivant: le souverain est le lieutenant du Christ. C'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre le Christ et le peuple de France. Et ce souverain, lieutenant du Christ, doit organiser le pays en conformité aux lois de l'Église. Ce concept du roi de France, lieutenant du Christ, a été rappelé par Sainte Jeanne d'Arc lors d'un événement extraordinaire. Sainte Jeanne d'Arc s'adresse le 21 juin 1429 au dauphin Charles et lui demande, grâce à un acte notarié, de lui donner son royaume. Et le dauphin Charles, le futur Charles VII, étonné, consent à le faire. Il dit je donne mon royaume à Jeanne. Et celle-ci lui répond: je donne le royaume à Jésus. Et elle ajoute: Jésus rend le royaume à Charles. C'est le résumé de la science politique française qui rappelle le baptême de Clovis, qui est que le véritable roi de France, c'est le Christ, et que le souverain n'est que l'intermédiaire. Cet événement extraordinaire, inouï, est la marque de notre pays, de notre civilisation. De ma propre et libre volonté. De ma propre et libre volonté. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. Je jure solennellement sur les trois grandes lumières de la franc-maçonnerie. De ne jamais révéler. De ne jamais révéler. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Aucun des secrets de la franc-maçonnerie. Chers frères, il est temps de vous libérer d'un secret qui vous pèse. En réalité, comme à moi, ils vous ont dit qu'il y allait avoir une grande illumination luciférienne qui transformerait la majorité des êtres humains en singes, tandis que les élus, ceux qui ont accepté la sainte injection luciférienne, seraient des êtres dominants à qui serait donnée la terre et qui auraient pour mission d'éliminer tous ces misérables lamakunzang traditionnels parce que les encodeurs dirigent nos vies. Alléluia, hurrah, 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 oh, oh, oh. À la suite, je vais vous révéler quelques mensonges de loge. Le premier, c'est sur la soi-disant épidémie par un virus à gain de productivité. La deuxième, c'est sur les fameux tunnels de la secte pédosataniste Babar Karkovitch. Le troisième est la vérité sur le 7 octobre 2023. C'était un accord Mossad-Hamas pour le canal Ben Gurion et le gaz qui a été fait sur le dos des populations palestiniennes par les chefs des groupes mafieux qui gèrent la bande de Gaza, et un certain nombre d'autres vérités que vous devriez savoir. Il y aura bien un grand événement, une grande illumination des consciences, mais elle viendra pas de Lucifer. Elle viendra pas non plus de Beltégeuse qui a explosé, qui va impacter d'ici quelques semaines, maintenant quelques mois, notre soleil, avec des conséquences sur l'électromagnétisme de la Terre et la perception que nous aurons de nous-mêmes et de notre champ mémoriel, ce que William Reich appelle l'orgon. Et en réalité, soit vous le voyez comme ça, au roi des chiottes, soit la manière luciférienne, soit vous le voyez comme nous invite à le voir la Vierge Marie, puis nos prophéties du bouddhisme. Ça, c'est à vous de voir, chers frères. Ciao. Sur la coqueluche, cette maladie, 2 bébés morts à Montpellier à cause de la coqueluche dans un contexte de recrudescence des cas liés, semble-t-il, à une couverture vaccinale pas assez importante. Virginie Joron, est-ce que vous êtes toujours anti-vax? Alors, est-ce que j'ai été d'abord anti-vax? C'est une question. Vous ne l'avez jamais été, donc? Je n'ai jamais été anti-vax. Par contre, je suis attachée aux libertés et à la transparence. C'est pour cette raison que j'ai siégé pendant 1 an et demi dans cette commission Covid pour avoir accès au contrat, parce que je suis aussi juriste et j'ai travaillé dans les assurances. Et quand j'ai vu que les clauses étaient cachées à 95%, ça m'a posé problème. Et puis je trouve que c'est regrettable d'appeler les gens qui se posent des questions des anti-vax, parce que j'ai rencontré des victimes qui ont appliqué cette stratégie vaccinale à la lettre et se sont retrouvés avec des effets secondaires de manière directe ou indirecte, avec des enfants qui ont perdu la vie. Et donc j'estimais que cette question devait aussi être posée au Parlement européen, et à ce jour nous n'avons pas réponse. Et à ce titre, je trouve regrettable effectivement que vous repreniez cet anathème alors que c'est pas justifié. Je pense qu'autour de cette question, il y a
un vrai sujet à débattre, surtout dans l'avenir, puisque les faits sont là. L'Agence du médicament européen répertorie des effets secondaires, plus de 12 000 morts, plus d'1 million d'effets secondaires. Pour AstraZeneca, il y a presque 400 morts, donc il faut quand même à un moment donné arrêter de se voiler la face et de prendre le dossier en main. C'est un sujet qui a marqué votre mandat d'eurodéputé, ça, oui, vous le reconnaissez. Vous en avez beaucoup parlé de ces problématiques de vaccins. Parce que j'ai été très sollicitée par les citoyens, parce qu'on a vécu quand même une période dramatique où le gouvernement Macron a quand même monté les gens entre les vaccinés et les non vaccinés. À un moment donné, on applaudissait les infirmières et le lendemain, on les a chassées de leur métier. On a pris des mesures liberticides qui n'étaient pas justifiées à mon sens. Et à ce jour, oui, il y a encore des cicatrices. Et à ce titre, quand j'ai travaillé dans cette commission Covid, je m'attendais à avoir des réponses de la commission, je m'attendais à avoir accès à ces contrats et on n'a pas pu avoir accès et aujourd'hui encore c'est un sujet d'actualité, notamment au regard du gaspillage des doses. 71 milliards d'euros de contrats qui nous engagent jusqu'en 2027, il n'y a plus de pandémie mais par contre on continue à payer des doses. La France, premier acheteur de doses, 260 millions de doses alors qu'il n'y a que 100 millions de doses qui ont été injectées, donc on se retrouve aujourd'hui avec un gaspillage énorme et on va sans doute en parler dans ce moment où on nous demande la sobriété aussi budgétaire, eh bien c'est malmené que de continuer à commander des doses, notamment via Bruxelles. Too long. There was one more viral image going around, and this is the one everyone's been talking about. Is this, Dirk just pulled up on screen, stained mattress that was pulled out of the tunnel being carried by members of the synagogue. So there's a lot of crazy conspiracy theories. I don't want to go down any tasteless rabbit holes. But David, if you could, explain why was there a mattress in the tunnels and what is this stain? A lot of folks are wondering, is this stain feces? No, it's not feces. What the is stain it? is blood, and basically we did rituals. I said that before. There were some rituals that we do in the tunnels, and sometimes the rituals might involve someone who recently died, and we'll bring them down there, and we're trying to do a ritual to bring back the Messiah, which is a Schneerson, if you heard about him on the news. So he died many years ago, but we have rituals that we believe we can bring him back. And so how do these rituals was work? that the main guy who was sort of instructing on the tunnels? Well, that was a long time. He's like the head rabbi, and he's the guy that we look for direction. Right, and the news was saying that he is potentially not passed on. Right, that's right. So we don't know that, so we try to do rituals to try to bring him back. Correct, exactly. So how do these, can you explain the rituals and why does it involve a mattress? I don't want to go to the details of the rituals, but basically we don't put the body on the floor, we put the body on the mattress, and sometimes we might make an incision somewhere on the body and a little bit of blood will come out. But I don't want to go into the details. Yeah, of that's fair. Well, you mentioned when we talked on the phone that you brought a book with you. Yes. Yes, this is the type of book I bought, and this is the type of book that describes different types of rituals and things of that nature. So how does that, can you explain the book? Well, it's too detailed to go through the book. It's a detailed book, but I suggest if you have a chance and you want to get the book, you can read it. The Book of Living and Dying. Yes, the Tibetan Book of Living and Dying. So where did you guys learn? You guys use this for the rituals? Is this an ancient Judaism thing? No, we use some different books, and this is one of the books. So how did you learn of this though? Again, through other members. Okay. And you don't want to get into the ritual at all? So you're laying someone, who are these bodies that you're putting on the mattress? These are basically members of the synagogue who recently passed away. Oh. So they're dead. Right, they're already dead. Oh. And you missed that part, Tony? I didn't know if there were people sacrificing their lives or something. No, they're not sacrificing their lives. They died of natural causes or whatever. Oh. And before you bury them in a cemetery, you basically bring them down. Into the tunnel. For a ritual. That's it. It's more like it's not something spoken about, okay? But you can understand. Just like other religions or something, when someone dies, they might keep the body in a house. Yeah, you can do that. Yeah, same idea. So it would be no different than some other religion keeping a dead body in a house for a couple of days. They all have different rituals. Well, yeah. So the incision you mentioned, can you describe what's that? The purpose of that? Well, like I just said before, it's just a ritual, and the incision is just part of the ritual, and hoping to bring back the Messiah.
You see, here's I brought some notes, and if Yeah. you want to really go through it, so that's the book we use. That's the book to bring people from the afterlife. Okay, so it's, if you believe in that, I don't know if you believe in the afterlife. Yeah. Oh, you do? Okay, Yeah. so if you believe in the afterlife, then fine. Then you believe that many years ago in Egypt there was a method to bring people back from the afterlife, and we're using that type of method. Okay, and the thing is, like, what do you call the ritual itself? Okay, is basically what we believe in is to bring that individual back, and we might read some verses from the book. You know, I'm speaking to you in general. Right. Okay, Yeah. it's not, Absolutely. I'm not giving it to you exactly, but those are some of the notes I have. You know, we said every person that dies in a ritual, we try to bring him back, the Messiah. Okay, we know the body is soulless. We know it's, and so you Once they die, yeah. Right. Do you shroud the body? Do we shroud the body, like cover them up? Yeah. We'll cover them up, bringing it like yes, but not won't be covered up entirely. Fully. Oh, Correct. Exactly. So that's it. So the blood, like I said, see in my notes here, it said the blood's from the incision made in a mattress, and we hope that the Messiah's spirit will come into that. That's what we hope for. Okay, we believe, like you said, you even brought it up, and you know that Schneerson was the Messiah. We believe in him. He died many years ago, but you said he might be alive, which is possible. And if he's dead, we try to bring him back. If he's alive, let it be. So Dirk pulled up here on screen a wiki article kind of explaining how a sect of Judaism, of the synagogue you go to, they actually believe Schneerson did not die, quote. So is it possible? Right. Some believe that. Here's the whole thing. Remember, within the synagogue, within the members, not everyone has the same exact belief. Right. Okay. So there is different levels of Judaism, and there are different levels of Christianity, and there are different levels of everything. So not everyone is considered like when you say Jewish. There were some very religious Jews, and some moderate Jews, so forth, and so not everyone has the same exact belief. Some believe that he's dead. Some believe he's alive. Right. So you're trying to bring him back with this ritual. Some believe he is back. Does that mean the ritual worked? For those that believe that he came back, then it worked for them. Wow. Yeah. For those that didn't believe, it didn't work for them. Well, that's pretty amazing then. So you guys might have brought back the Messiah on Earth. He's living, the Messiah? Anything is a possibility. Of course, war is horrible, so why did the Palestinians initiate this war with their vicious attack on Israelis on October 7th? Well, they didn't. They didn't. This war has been going on for 75 years. Israel initiated it in 1948 by ethnically cleansing 750,000 people. We must expel Arabs. Get out of here. We must expel Arabs and take their places. We must expel Arabs and take their places. And if we have to use force, not to dispossess the Arabs of the Negev and Transjordan, but to guarantee our own right to settle in those places, then we have force at our disposal. David Ben-Gurion, the first prime minister of Israel, said that in 1937. And that's what they proceeded to do. The people in Gaza, this is what you need to understand. The people in Gaza, over 80% of them are refugees. Many of them are from a place called Majdal Asqalon in what is now southern Israel, in a city called Ashkelon. And they were dragged from their homes and driven from their homes, placed in prison camps, barbed wire prison camps, and then dumped in trucks in 1950 into the Gaza Strip where they would be permanently warehoused. And then Israel proceeded to move Arab, Jewish refugees and Russians into Ashkelon to prevent them from ever coming back, and pass laws to prevent Arabs, Palestinians from being able to return to their homes. 750,000 were ethnically cleansed. For 18 years, the remaining Palestinians, 100,000 were internally displaced inside Israel. The remaining were put under military rule. They were under military occupation until 1966. Then in 1967, Israel violently, in a war it initiated, occupies Gaza, occupies the West Bank, occupies the Sinai Peninsula, the Golan Heights in East Jerusalem, and then invades Lebanon in 1982, attacking Palestinian refugees there, puts Gaza under siege in 2005. No one can get in or out without Israeli military permission.
We must kill and kill all day, every day. That's according to Arnon Sofer, an Israeli government consultant who helped devise the siege of Gaza. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, I got all I need. Moi, je ne pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui ait décidé cette dissolution. Je pense que ça a été décidé par les gens qui sponsorisent M. Macron, mais pas par lui-même. Ça, c'est très complot. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que c'est une décision. Alors, qui sponsorise M. Macron? Bon, ici, on répand l'idée que c'est la banque Rothschild parce que Emmanuel Macron a été employé de cette banque, qu'il s'est fait accompagner par des employés de cette banque pendant sa campagne électorale, mais celui qui l'a financé, ça n'est pas cette banque, c'est Monsieur Kravitz. J'ai écrit ça il y a 6 ans, c'est pas nouveau. J'ai expliqué pourquoi, ils se connaissent depuis très longtemps, ils ont des contacts très réguliers. Qui est Monsieur Kravitz? C'est un personnage très important à Wall Street qui est considéré comme un loup par un chacal par les gens à Wall Street, et qui, depuis que j'ai écrit cet article, donc je le savais pas à ce moment-là, a monté les marches. Sa femme est devenue la présidente du groupe de Bilderberg. Xavier Niel est devenu administrateur de son fonds de pension aux États-Unis. Et c'est pas un hasard. Bon, Xavier Niel a soutenu la campagne d'Emmanuel Macron, mais il l'a soutenu en tant que fondateur de Frick, en tant que spécialiste de l'informatique. Je pense qu'il a fait en France ce que Cambridge Analytica a fait aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Inde et dans plein d'autres pays. C'est-à-dire qu'il a utilisé les données dont il disposait pour cibler des messages aux électeurs français en connaissant à l'avance les choses qui les préoccupent. Donc des messages qui ont pu les toucher et faire qu'ils votent pour Emmanuel Macron, qui est quelqu'un dont le programme, quand on le regarde rétrospectivement, était complètement nul en 2002 et 2012 et auquel 2017. Macron a été élu en 2017. En 2017, voilà. Donc il a réussi à le faire élire sur son discours, non pas sur le fond du discours, mais sur les intonations de son discours, sur l'aura qu'il dégageait. Et je pense que ces électeurs, s'ils ont réalisé ce qu'il fait depuis, ne peuvent être que déçus. S'ils ne l'ont pas réalisé et continuent à voter pour lui, ça c'est autre chose. C'est mélangé à ma connaissance. Bon, c'est mélangé. Mais donc voilà, Xavier est devenu administrateur de Xavier Niel. Xavier Niel, devenu administrateur de KKR, mais qui est le fonds créé par Monsieur Kravitz, ce qui est une manière de le remercier pour le rôle qu'il a joué dans cette élection. Monsieur Kravitz aujourd'hui, il emploie l'ancien directeur de la CIA, le général Petraeus, et sa société
prolonge les actions de la CIA dans bien des domaines. Voilà, donc alors je disais que Emmanuel Macron, sur instruction de M. Kravitz, a dissous l'Assemblée nationale, et c'est pas Macron lui-même qui a pensé à ça. Enfin, c'est mon hypothèse. Stop voting for the same idiots that got you in this place in the first place. Don't vote for them anymore. Because you might have noticed the ones that have been trying to convince you to, know everything about this novel virus and how we fight it are the same ones that are now trying to tell you we're all going to die of climate change. Yeah. No, we're not. We're not. It's ridiculous what they're doing. This is just another scheme of getting as much money away from the taxpayers as possible, and once again pumping it into globally acting corporations. That's what this is all about. On top of all of that, they want to get rid of your individual mobilities. They're coming after your cars and all of that. But nothing what they tell us we need to do to save the planet will actually save the planet, because it's ridiculous. But it will abolish freedom, democracy, and the rule of law. So please stop voting for the same parties and the same persons and the same people that got us in this mess in the first place. They're liars and they need to be run out in town. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres. Bien évidemment, non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes, elle les fait lire à son mari. 6 mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment, non. Et votre tour, Sophie Audugé. Oui, alors moi je voulais vous parler d'une circulaire qui vient de paraître de Jean-Michel Blanquer qui traite de comment accueillir les élèves transgenres à l'école. Moi je suis vraiment furieuse que cette circulaire ait été publiée comme ça. Je trouve que c'est... Dès la maternelle, c'est ça ou alors, c'est dès la maternelle, mais ce qui est surtout gravissime, c'est que c'est vraiment la manifestation la plus massive de l'introduction des idéologies dans l'école au service de certains mouvements idéologiques. Tout est parti d'un tract de Sud Éducation publié la semaine dernière pour mieux accompagner, disent-ils, les élèves transgenres dans les collèges et les lycées. Le syndicat de personnel de l'Éducation nationale recommande de passer outre l'avis des parents, notamment si les jeunes veulent changer de prénom en classe. Ils seraient de plus en plus nombreux dans ce cas, selon Sud Éducation. Mais voilà, cette préconisation divise les profs comme les parents. Reportage signé Gwenaëlle Vindrestin. Sophie enseigne dans un collège de Loire-Atlantique. Il y a quelques mois, une élève lui a demandé de l'appeler désormais avec un prénom masculin. La professeure de français s'est retrouvée démunie. C'était la première fois et c'est pas quelque chose pour laquelle on nous forme. Oui, j'étais un peu mal à l'aise parce que ça me semblait très important de respecter le choix de cet élève. Et en même temps, je me suis demandé quel était le cadre. Qu'est-ce que j'avais le droit ou pas de faire? C'est pour faciliter ce type de transition que Sud Éducation conseille à ses membres de ne pas prévenir les parents. Maud Valéja est l'une des secrétaire du syndicat. La loi, c'est pas forcément de pas prévenir les parents, c'est d'écouter la parole de l'élève. Si l'élève ne souhaite pas que l'on prévienne ses parents, il faut absolument créer un cadre bienveillant. Il faut permettre à l'élève d'avoir quand même une place centrale dans cette relation. Une recommandation qui n'est pas du goût d'Hubert Salahin, administrateur de la PEP, une fédération de parents d'élèves. S'imaginer qu'il va y avoir un mur d'hostilité des parents systématique, c'est pas vrai. Mais pour ça, il faut qu'ils aient l'impression que les choses ont été bien faites par la communauté éducative, qu'on n'a pas cherché à les manipuler. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale confirme qu'une circulaire sera prochainement diffusée pour clarifier les procédures. Sur ce tableau que j'ai sur mon ordinateur, vous voyez donc des mesures prises depuis des satellites dans l'espace qui montrent tout un train d'énergie, d'ondes qu'on reçoit depuis l'espace. Donc on retrouve sur cette ligne aux alentours de 8 Hz
ici la fréquence de la Terre, la fréquence de base de Schumann qu'on retrouve partout. Et vous voyez que à peu près cette longueur-là représente une dizaine d'heures en temps réel. Nous sommes le 27 avril et nous avons reçu pendant ici 2 heures de temps, pendant 5-6 heures de temps, des spectres d'énergie, de fréquence. Et dès qu'une onde nous traverse, c'est à la fois une énergie qui se transmet, mais aussi c'est de l'information qui est transmise. Donc notre ADN est impacté par ces énergies qui viennent de l'espace en permanence, à des degrés plus ou moins forts, ce qui explique les aurores boréales parfois, ce qui explique des pétages de plomb, ou au contraire des élévations de conscience pour l'humanité. Un seul flash cosmique comme ça pourrait nous transformer directement dans un scénario de la planète des singes si nous sommes en évolution, ou en être lumineux si nous sommes en évolution de conscience. Merci. C'est-à-dire qu'il y a un double mécanisme qui vient, il y a des impulsions en fait cosmiques qui viennent, et ces impulsions cosmiques elles impactent ces antennes qui sont notre ADN ancestral et notre ARN qui nous change au quotidien. Et donc toutes ces informations qui viennent du cosmos, elles auraient un effet directement sur notre évolution au niveau génétique, c'est ça? Oui, parce que notre ADN, je vous l'ai dit, était comme une antenne à ondes scalaires, et donc toutes ces particules de lumière, etc., de neutrinos nous traversent et impactent directement notre ADN, qui peut, selon notre état d'être, si on est dans la peur, se recroqueviller et provoquer des douleurs, des souffrances, des aliments. Au contraire, si notre ADN est déroulé, nous sommes relaxés dans le bien-être, nous pouvons nous aider. Et donc ça, c'est quelque part, c'est la main de Dieu, donc un flash cosmique, et nous pouvons être transformés du jour au lendemain en singe ou en être de lumière. Alors, ça signifie que, par exemple, si on a des nanoparticules à l'intérieur, par exemple, qui se fixeraient sur la horte cardiaque, hein, il y en a dans un certain nombre de brevets. Il y a des brevets, par exemple, sur des traitements divers et variés qui se font sur base d'injection. Ça veut dire que ces nanoparticules, elles pourraient servir d'amplificateurs et d'antennes, c'est-à-dire n'importe quel flash cosmique pourrait avoir un impact beaucoup plus important à cause de la présence de ces nanoparticules. Alors n'importe quelle éruption solaire, par exemple, peut faire sauter tous les systèmes de satellites, les systèmes électriques. Et donc forcément, si nous avons des nanomachines à l'intérieur de nous, ça peut les perturber, ou au contraire, elles sont entretenues par tous les trains d'ondes artificiels qui sont mis autour de nous, que ce soit par les antennes diverses de téléphonie mobile, radio, wifi, etc. Et donc effectivement, en un flash, on peut soit créer des perturbations à l'intérieur d'un individu, soit au contraire le transformer. Il y a des gens qui vous traiteront du hurluberlu. Vous pouvez nous rappeler votre formation universitaire, s'il vous plaît? Alors moi j'ai une formation grande école française, entre guillemets, pour grande école, donc Mathsup-Mathspé, puis j'ai intégré Saint-Cyr, école spéciale militaire de Saint-Cyr, où on a un diplôme d'ingénieur généraliste quand on est scientifique, et puis ensuite j'ai fait une carrière dans l'armée dans laquelle je suis retourné une dizaine d'années après avoir suivi ce cursus universitaire à nouveau aux études, pendant 2 ans, pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, Super Héros à Toulouse, puis un cursus de pilote d'essai en ayant réussi aussi le test d'ingénieur navigant d'essai. Donc un background scientifique qui est important, mais sur lequel j'ai plus travaillé dans les parties programme d'armement. Donc finalement, vous étiez un agent du lobby militaro-industriel, votre épouse était un agent du lobby Big Pharma. Et vous... On était donc à la base convaincus du bien-être qu'on faisait aux gens, que ce soit à travers la pharmacie, Nadine, que ce soit à travers la défense, des intérêts de la nation en tant qu'officier. Et puis plus on monte en grade, plus on accède aux choses qui sont un peu cachées derrière le voile, derrière le rideau, et plus on se rend compte que finalement la pièce dans laquelle on a un rôle est peut-être différente de celui. Récipiendaire, afin d'assurer les privilèges de la franc-maçonnerie uniquement à des hommes qui méritent de les obtenir, il leur est demandé de contracter un engagement de fidélité. Le concept opposé, c'est le judaïsme talmudique. Le Talmud, c'est, pour faire court, le code civil, politique et religieux de la nouvelle synagogue. Ce judaïsme ne reconnaît pas le Christ comme fils de Dieu incarné, d'où une opposition complète avec le système politique français et cette civilisation française née du baptême de Clovis. Les 3 éléments que la synagogue rejette absolument sont l'incarnation, la Sainte Trinité
et le sacerdoce catholique qui fait qu'un prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ pour la confession, et puis pour la messe, le sacrifice non sanglant qui transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ réellement. La finalité de cette synagogue talmudique, c'est de faire du peuple juif, le peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu un et le reste de l'humanité non juive, encadrée par les lois noachides. Les lois noachides, c'est la religion pour les non-juifs. Personne ne veut croire et qui coûte très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?